Alors que le très controversé projet de loi sur la réforme des retraites est actuellement au Sénat et à quelques jours de l'appel au blocage du pays, le 7 mars, voici donc ce débat que l'on vous annonce dans nos colonnes et sur notre site internet depuis plusieurs jours, le grand débat de la Provence sur la réforme des retraites avec 3 députés provençaux présents ici sur ce plateau. Il y a Lionel Royer-Perrot pour Renaissance, la majorité présidentielle, Franck Alicio pour le Rassemblement national, Manuel Bompard pour la France insoumise. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes en direct sur laprovence.com et sur la page Facebook de la Provence pour un direct qui durera 45 minutes environ. Et c'est parti pour la première question. Florent Provençal, chef du service politique de la Provence. Florent, c'est à vous. Bonjour monsieur Royer-Perrot. Bonjour. En un mot, comment vous définiriez cette réforme des retraites ? Socialement nécessaire. Monsieur Alizio. Monsieur Ali. Effondrement, parce que cette réforme, elle prépare la baisse et l'effondrement des retraites. Monsieur Bompard. Injuste, parce qu'elle va frapper d'abord les catégories populaires, celles et ceux qui commencent à travailler le plus tôt, profondément injuste. Pourquoi vraiment profondément injuste ? Parce que quand on reporte l'âge de départ à la retraite de 2 années supplémentaires, ça frappe en particulier les catégories de la population qui sont les plus populaires. Il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie en France entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. C'est une réforme qui va frapper davantage les femmes que les hommes. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, le ministre Franck Riester l'a reconnu lui-même. Et c'est une réforme qui n'a pas de justification économique. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, elle rencontre l'opposition très large de à peu près 70 à 80% des Français qui, tout simplement, ne sont pas d'accord avec le fait qu'on leur pique 2 ans de leur vie à la retraite. Monsieur Royer-Perrot, pourquoi est-elle socialement nécessaire, cette réforme ? Elle est socialement nécessaire tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes sur un système dit par répartition et je pense d'ailleurs que la première chose à s'accorder, c'est de savoir si on est tous d'accord pour le maintien d'un régime par répartition. Parce que la réalité des débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale, c'est que manifestement certains souhaitent financer notre système de retraite par l'impôt, auquel cas nous ne sommes plus dans un système par répartition. Et donc le système de répartition, c'est un système qui fonctionne sur le long des règles qui sont démographiques et nous avons un nombre de cotisants qui ne cesse de baisser par rapport au nombre de retraités qui lui augmente. Donc nous avons malheureusement une situation qui se dégrade avec des déficits qui seront culminants notamment pour 2030 et à partir de là, eh bien il faut prendre des mesures pour assurer la pérennité des retraites de celles et ceux qui sont déjà à la retraite mais également de celles et ceux qui partiront à la retraite. C'est la raison pour laquelle j'estime que c'est nécessairement c'est socialement nécessaire. Situation qui se dégrade. Et alors, monsieur Alizio parle d'un effondrement, carrément. Mais je ne sais pas si vous êtes sur le même point de vue. Dites-nous, monsieur Alizio. Démarrer sur une réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle a quel but ? Puisque reporter l'âge de départ à la retraite, ça a qu'un seul but. C'est faire en sorte que de moins en moins de Français, le moins de Français possible, puissent y arriver. Soit pour des raisons de maladie, soit pour des raisons de chômage, qu'ils n'arrivent pas à atteindre à la fois cet âge et le nombre d'annuités. À partir de là, il y aura une décote. À partir de là, les retraites baisseront. Les retraites ont commencé à baisser. Et ceux qui sont les principales victimes, ceux qui aujourd'hui ont 50 ans, qui ont déjà perdu 3 ans de retraite, puisqu'en 12 ans, ils ont perdu 3 ans de retraite. Donc, ce sont les principales victimes. En réalité, le gouvernement, Bruno Le Maire l'avait dit au début, quand il a présenté ce projet de loi, il cherche à faire des économies. Le gouvernement cherche à faire des économies sur les retraites. Nous préférons, plutôt que de faire des économies sur les retraites, faire des économies sur les fraudeurs, faire des économies sur les délinquants, faire des économies sur ceux qui foutent le bordel dans notre pays. L'idée, c'est de ne pas les taper dans les poches des Français et des retraités, de ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. On a bien compris, c'est un problème d'argent, de financement. Oui, on en parle. 12 milliards à peu près. On peut financer uniquement en allongeant la durée de travail ou il y a d'autres systèmes pour financer ? Écoutez, il y a 3 façons d'équilibrer les systèmes par répartition. Soit on touche aux pensions, au niveau de pension. Je crois que personne autour de cette table est favorable à ce que nous baissions les pensions des retraités actuels comme ceux de demain, soit la durée de cotisation qui a déjà été allongée dans le cadre de la réforme Touraine votée donc en 2014 à 43 années mais qui est simplement accélérée dans sa mise en application, et soit l'âge légal de départ à la retraite qui a varié en fonction des années. Je rappelle que dans les années 80 c'était même descendu à 60 ans et ça n'a pas duré bien longtemps d'ailleurs, et puis c'est remonté petit à petit. Donc aujourd'hui nous avons fait le choix d'une réforme paramétrique
symétrique avec deux curseurs sur lesquels nous jouons. D'une part, l'âge légal, d'autre part, donc l'accélération du deuxième pilier, qui me semble là être aussi nécessaire. Mais le débat parlementaire a été très intéressant parce qu'au-delà du brouhaha qui a animé nos débats, il y avait quand même un sujet de fond qui a animé nos débats. C'est-à-dire plusieurs, mais notamment celui-ci. C'est-à-dire que chez les RN, et M. Alizot vient de le dire à l'instant, l'idée, c'est de dire le déficit, on va le financer par notamment des économies réalisées sur la lutte contre les fraudes sociales. Et d'ailleurs, M. Alizot est intervenu dans l'hémicycle à ce sujet. M. Bompard et les amis de la NUPES, enfin les siens amis, en tous les cas pas les miens, eux ont déposé des amendements, 110 milliards d'impôts nouveaux pour financer notamment en partie les retraites. Donc on voit bien ces deux conceptions complètement différentes du financement des retraites qui s'opposent. Bon, d'abord, il n'y a pas de nécessité économique à réformer les retraites aujourd'hui. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Pourquoi il n'y a pas de nécessité économique? Je vais vous dire les choses de manière très simple. Il y a un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié au mois de septembre qui dit il n'y a pas de trajectoire incontrôlée des dépenses de retraite. Cette phrase figure telle quelle dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et auditionné à l'Assemblée nationale, le président du Conseil d'orientation des retraites rappelait également qu'il n'y avait pas de difficulté économique à long terme à financer notre système de retraite. Très long terme. Qu'il pouvait y avoir effectivement à horizon 2030 un léger déficit, parce que 12 ou 15 milliards d'euros au maximum de déficit du système de retraite, quand on sait que les dépenses de retraite chaque année en France sont supérieures à 300 milliards d'euros, c'est des dépenses qui sont très faibles. C'est un déficit qui est très faible. Comment on fait pour le financer? Contrairement à ce que vous dites, moi je suis tout à fait attaché au système de retraite par répartition. Je vous mets sur la table un certain nombre de propositions. Premièrement, si vous faites en sorte d'arriver à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, vous rentrez 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires dans le système de retraite. Si vous élargissez l'assiette des revenus qui sont soumis à cotisation, je ne change pas de système, je ne vous parle pas d'impôt, je vous parle du fait de, par exemple, soumettre à cotisation retraite les dividendes qui sont versés aux actionnaires. Vous allez rentrer dans les caisses uniquement pour le CAC 40 à peu près 14 milliards d'euros chaque année. Vous voyez, juste deux idées pour pas encombrer le débat de beaucoup de chiffres. Donc il y a tout à fait une possibilité de faire en sorte qu'on puisse financer notre système de retraite sans avoir besoin de faire travailler les gens plus longtemps. Pour le reste, j'assume, Monsieur Royer-Perreault, par ailleurs, de dire que oui, quand des entreprises, notamment depuis la fin de la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine, ont vu leurs revenus s'élargir dans des proportions qui sont des proportions sans aucune mesure, quand il y a des super profits extraordinaires dans un certain nombre de secteurs, j'assume de dire qu'ils doivent participer aussi de la solidarité nationale, mais pas pour financer nos retraites, pour financer nos écoles, pour financer nos investissements, pour financer la transition écologique. Sur le financement alors, de ce système par répartition, vous êtes pour le système par répartition? Oui, évidemment. Je Comment pense le qu'on est tous les finance-t-on, trois pour le système par répartition. Justement, c'est parce que c'est un système par répartition. Alors ça tombe bien, on est dans notre région, donc on connaît ça. Il n'y a pas une, il y a deux Arlésiennes dans cette histoire. La première Arlésienne, c'est la natalité. S'il y a un problème d'équilibre à long terme, c'est la natalité qui y répond. Alors je sais que ça fait plaisir à NUPS, ça a donné des boutons quand à Madame Sandrine Rousseau, qui considère que dès qu'on demande de faire, donc on encourage à faire plus d'enfants, on est sexiste. Mais c'est l'une des vraies réponses dans un système par répartition. Vous passez en capitalisation, après peu importe, mais dans un système par répartition, plus d'enfants et plus d'emplois, c'est-à-dire le plein emploi et le vrai plein emploi, pas le plein emploi qu'on nous vend en version Macron, avec en réalité 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Voilà. Tant que vous aurez 5 millions de chômeurs et tant que vous aurez la natalité qu'on aura, eh bien vous aurez un système par répartition qui sera condamné, qui sera en difficulté, mais pas pour des raisons avancées par M. Macron. Et la solution ne sont pas les impôts non plus. Avec d'autres questions, une question pour M. Royer-Perreault. Oui, le gouvernement a présenté ce projet depuis de très longs mois, a dit qu'il voulait convaincre. L'opinion publique est de plus en plus contre ce projet. Il n'y a plus un problème de communication, une communication illisible de la part du gouvernement? Non, je crois que c'est un dossier qui est effectivement très complexe. Nous sommes 68 millions de Français, il y a à peu près 68 millions de cas personnels, et je dois bien reconnaître que les oppositions ont mis beaucoup de talent à essayer de compliquer la donne. On leur posera la question après, mais la situation... Mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est ce débat parlementaire et le fait de la façon dont il a été abordé
fait à l'Assemblée nationale a donné encore plus de difficultés dans la compréhension des enjeux de cette réforme. Moi, je voudrais redire, parce que Monsieur Bompard a cité le corps, mais il cite qu'une partie de la phrase du corps. Donc, je voudrais quand même donner la phrase entière de ce qui est écrit dans le corps. Les dépenses des retraites sont globalement stabilisées, ça va dans le sens de ce que vous dites, et même à très long terme diminuent, ça va dans le sens de ce que vous dites. Mais, Monsieur Bompard, ce fragile équilibre entraînera une baisse relative des pensions. Une baisse relative des pensions. Donc ça veut dire que vous assumez le fait devant les Français de dire, bah, écoutez, oui, tout va très bien finalement, parce que le corps dit qu'à long terme, c'est équilibré. Donc vous assumez aussi la deuxième partie de la phrase, qui est de dire que, justement, ça entraînera une baisse des pensions. Et c'est là où, très sincèrement, vous n'êtes pas franc dans les débats que nous avons eus. Parce que vous n'avez extirpé du rapport du corps que ce qui pouvait vous intéresser à des fins pour illustrer ce qui est votre idéologie. Pour ce qui concerne la natalité, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on parle de déficit culminant en 2030, cher Franck Alizio. Donc avec toute la volonté du monde, c'est pas les enfants qui seraient conçus aujourd'hui qui pourront résoudre le problème. Vous êtes en avance à votre temps de parole, Monsieur Bompard, allez-y, et ensuite Monsieur Alizio. Non, mais précisément, ce que vous venez de dire est bien évidemment totalement inexact. Monsieur Attal, écoutez, laissez-moi terminer, je vous ai pas interrompu. Monsieur Attal, à l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, a dit c'est la réforme ou la faillite. Il a menti. C'est pas la première fois qu'il a menti. Et vous venez d'en faire la démonstration vous-même, puisque vous avez cité effectivement le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Pour le reste, si vous voulez faire en sorte que les pensions augmentent, c'est ma volonté, c'est certainement pas votre réforme qui va permettre de le faire. Prenons un exemple très concret. Aujourd'hui, quelqu'un peut déjà partir à la retraite à 64 ans s'il a envie, mais l'âge de départ à la retraite est à 62 ans. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui à 62 ans avec une carrière complète peut décider de travailler plus longtemps jusqu'à 64 ans. Dans ce cas, il va bénéficier d'une surcote. Bon, avec votre réforme des retraites, puisque l'âge de départ à la retraite sera ramené à 64 ans, il n'aura plus de surcote. Donc non seulement votre réforme elle est inutile, mais en plus vous allez faire très concrètement baisser les pensions des gens qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, travaillaient plus longtemps pour avoir des pensions de retraite plus importantes. Mais malheureusement, c'est pas que sur ce sujet que vous avez menti depuis le début du débat. Vous avez menti sur la réforme de la retraite à 1 200 €. Je pense que maintenant tout le monde s'en s'est rendu compte. Au début, vous nous avez expliqué que ça serait 1 200 € de retraite minimum pour tout le monde. Ensuite, vous nous avez dit que ça allait concerner 1 million de personnes. Ensuite, vous nous avez dit que ça allait concerner 300 000 personnes. Ensuite, vous nous avez dit que ça allait concerner 40 000 personnes. Et cette semaine, le ministre Olivier Dussopt vient d'avouer que ça va concerner entre 10 000 et 20 000 personnes. Donc, si vous avez eu des difficultés, Monsieur Royer-Perrault, si vous avez eu des difficultés, avec vous n'allez jamais jusqu'au bout terminer, vous allez voir. voir. On va vous laisser terminer rapidement, Monsieur Bompard. On a une question pour Monsieur Alizio. Tout à fait terminé. Allez-y. Si vous avez eu du mal à convaincre les Françaises et les Français, je dois vous dire que c'est de votre responsabilité parce que vous n'avez pas été clair, parce que vous avez menti et que les gens s'en sont rendus compte. Alors on a beaucoup entendu évidemment Renaissance, on a beaucoup à l'Assemblée, hein, évidemment, on a évidemment suivi les amendements de la NUPES. Où est le Rassemblement national dans tout ça? On a entendu ces deux camps, on a du mal parfois à vous entendre, on entend un peu les LR aussi et le RN. Aux avant-postes à chaque fois et de manière intelligente. Enfin, depuis le début, c'est une opposition résolue mais intelligente. Intelligente, ça veut dire que 16 000 amendements, c'est pas intelligent. Voilà. L'obstruction, c'est pas intelligent. Bloquer le Parlement comme l'a fait la NUPES, c'est pas intelligent. Voilà. En revanche, en plus de 200 amendements, on a déposé plus de 200 amendements. Vous pouvez détricoter, redétricoter et redétricoter une loi, faire toutes les modifications. Un amendement, c'est quoi? C'est la modification de la loi. Si vous pensez qu'en 200 amendements, on peut pas complètement modifier et détricoter une loi de 22 articles, alors c'est à n'y rien comprendre. C'est évidemment une hypocrisie. On était dans l'hémicycle, on a proposé au début de cette discussion, un référendum rejeté par c'est logique la majorité, mais également par NUPES. C'est faux. Un référendum, et ils ont rejeté la motion référendaire proposée par Marine Le Pen. On finit cette discussion par une motion de censure. On demande aux parlementaires renverser ce gouvernement pour bloquer cette réforme. Comme le veulent 70% des Français, ils ont également rejeté. Donc ceux qui sont bougés à l'Assemblée, c'est nous. Voilà. Après, oui, c'est vrai, on n'est pas allé tous les jours manifester avec des gens qui ont voté Macron. Voilà. Parce qu'ils ont voté Macron. Les leaders syndicaux ont voté Macron. Donc quelque part, ils ont voté pour cette réforme. Monsieur Bompard, nous, on est cohérents depuis le début. Florent, oui, Monsieur Bompard, vous avez joué la carte de l'obstruction, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, pour que ce soit la rue qui décide, je crois, le 7 mars, malgré parfois la volonté de certains de vos alliés de la NUPES. Vous regrettez cette décision? Pas du tout. Moi j'assume d'abord, et ce qu'il faut quand même rappeler à tout le monde, c'est que le gouvernement a choisi une méthode de discussion à l'Assemblée nationale très particulière qui limitait le temps de débat à l'Assemblée nationale à 10 jours.
Et vendredi, il y a 10 jours maintenant de ça, les débats se sont interrompus alors qu'on n'était pas allé au bout du texte. Et j'assume de dire que effectivement, 10 jours de débat pour décider de voler 2 ans de vie à la retraite aux Françaises et aux Français, j'assume de dire que c'est totalement insuffisant. Et donc nous n'avons fait notre travail d'opposition, et notre travail d'opposition visait effectivement à empêcher que l'Assemblée nationale adopte ce texte sur les retraites, alors qu'il y a une date de mobilisation très importante mardi prochain. Et je connais suffisamment M. Royer-Perrot et ses amis pour savoir que si le texte avait été voté à l'Assemblée nationale, il se serait empressé de dire que le texte avait une légitimité parlementaire et donc qu'il fallait arrêter de manifester et rester à la maison. Donc j'assume très clairement la stratégie qui a été la nôtre, et je pense que quand on a été élu pour s'opposer à cette réforme des retraites, il faut le faire et pas dormir pendant 10 jours comme l'ont fait les députés du Rassemblement national. On enchaîne, on sort du côté politique, on parle concrètement de la situation des femmes, Florent. Les femmes au sein de cette réforme, elles sont pénalisées ou elles sont favorisées, monsieur Alizot, c'est les femmes Non, elles sont clairement pénalisées. Les chiffres sont là. Encore une fois, c'est un ministre, Franck Riester, qui l'a dit le premier. Donc voilà, elles vont perdre 8 mois, alors que les hommes n'en perdront que 4. Tout simplement parce que les trimestres qu'elles gagnaient du fait d'avoir élevé des enfants, elles vont être dissous évidemment en allant à la retraite jusqu'à 64 ans. Par définition, ça va beaucoup moins compter. Donc les femmes sont évidemment les grandes perdantes. Et encore une fois, si on veut favoriser la natalité, ils font exactement l'inverse. Voilà, ils pénalisent la natalité et les femmes dans cette réforme. Monsieur Royer-Perrot, une réponse à ces accusations? D'abord, c'est quoi l'enjeu? Pour les femmes, elles sont doublement concernées. D'une part, par le fait qu'elles sont essentiellement concernées par les carrières dites hachées, et donc elles n'ont pas souvent cotisé pleinement. Et donc, du coup, effectivement, lorsqu'elles partent à la retraite, elles ont des pensions de retraite qui sont inférieures à celles des hommes, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a des écarts salariaux qui existent aujourd'hui entre les femmes et les hommes. Et donc, comme vous le savez, la pension de retraite est calculée sur les 25 meilleures années de salaire. Forcément, elles sont perdantes in fine. Donc, il y a un sujet sur les pensions de retraite des femmes et donc la nécessité de rééquilibrer. Bon, j'aime beaucoup la façon dont les opposants présentent tout cela, mais comme il n'y a pas eu de débat, c'est quand même très difficile de nous faire aujourd'hui le reproche que nous ne serions pas été en capacité d'amender le texte et d'apporter des contributions positives pour les femmes. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un débat au Sénat qui, assez curieusement, aura aussi 10 jours de débat, et il semblerait qu'ils y arrivent. Donc, le point différent entre le Sénat et l'Assemblée, c'est qu'au Sénat, il n'y a pas de LFI. Ouais. Donc, je crois qu'il faut quand même reconnaître que les LFI ont été les éléments bloquants du débat parlementaire, et vous jouez un jeu dangereux, Monsieur Bompard, parce que vous jouez la rue contre les institutions parlementaires, et le Parlement est un organe de représentation démocratique. Et le fait que vous contestiez notre légitimité, votre légitimité, je pense qu'à terme, ça sera un sujet pour notre On revient à la situation des femmes, Monsieur Bompard. Je répondrai après. Oui, c'est une réforme qui défavorise les femmes, mais c'est une réforme sexiste. C'est une réforme qui pénalise. On a tout entendu là-dessus à l'Assemblée. C'est une réforme qui. Si, vous étiez peut-être pas là, mais il y a eu toute une soirée où on a discuté de la situation de l'impact de la réforme sur les femmes. Bon, il n'y a pas besoin d'en discuter longtemps. Le ministre Riester, encore une fois, l'a dit lui-même. C'est une réforme qui va pénaliser davantage les femmes que les hommes. Juste un exemple. Une femme née dans les années 80 va travailler en moyenne 8 mois de plus. Un homme né dans les années 80 va travailler en moyenne 4 mois de plus. C'est les chiffres, c'est l'étude d'impact de votre propre gouvernement qui le dit. Donc là, je crois que ça fait même pas débat entre nous sur le fait que cette réforme va pénaliser davantage les femmes que les hommes. Je tiens à préciser quand même qu'au Sénat, donc il y a très rapidement qui vient de commencer la séance publique vient de commencer à 14h30. Oui, mais il y a un amendement qui a été déjà adopté en commission des affaires sociales. Donc quel est l'amendement qui a été adopté? C'est la surcote de 5% pour les mères de famille avec une carrière complète qui ont 2 enfants dès 63 ans. Bon, donc on commence à répondre à un certain nombre... sur la durée. Un certain nombre de... Là, je vous ai parlé de la durée, 8 mois de plus face à 4 mois de plus. Vous pouvez mettre des surcotes, des décotes, ce que vous voulez, ça ne changera rien à la durée. Et nous sommes dans une logique qui rejoint d'ailleurs l'idée de booster aussi les dynamiques de natalité, qui sont un vrai sujet aussi, je dois bien le reconnaître. L'un des autres thèmes de controverse, c'est la pénibilité. Tout le monde est d'accord pour dire que plus un métier est pénible, plus il faut s'arrêter tôt. C'est quoi la pénibilité pour vous? Par exemple, Monsieur Alizot, quel métier devrait être
Quels critères? Quels critères on devrait... Alors, tout d'abord, il faut rappeler quelque chose de factuel également, c'est que lors de la réforme du travail en 2017, un certain Emmanuel Macron, le président de la République, avait supprimé 4 critères de pénibilité, dont 2, complètement surréalistes, qui étaient la manutention de charges lourdes et l'exposition à des risques chimiques. Si ça, c'est pas un travail pénible, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, il a exclu. Évidemment, il a essayé voilà, lui-même le dit, hein, il dit la pénibilité, moi je sais pas ce que c'est, ça veut dire que ben oui, on n'est pas tous égaux devant le travail, on n'est pas tous égaux devant la retraite, et donc il y a des travaux plus pénibles, il y a des métiers plus pénibles que d'autres, et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est compliqué d'évaluer la pénibilité, c'est vrai. Le gouvernement Fillon, lors de la réforme de 2004, avait eu beaucoup de mal parce que c'est assez fin donc on est parti du principe avec Marine Le Pen, c'est ce qu'elle proposait pendant la première session, c'est ce qu'elle continue à proposer. Quand on regarde, souvent les métiers les plus pénibles sont ceux qu'on a commencé le plus tôt. Voilà, commencé à 18, 17, 18, 19 ans. Et donc, la logique, c'est de faire une réforme des retraites progressive qui permet de favoriser, d'aider, d'être plus juste envers ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt et donc qui ont les métiers les plus pénibles. C'est la manière la plus simple, la plus compréhensible par tout le monde de prendre en compte la pénibilité. Monsieur Bompard, la pénibilité, finalement, ça semble être du bon sens, dit Monsieur Alizio. Je pense que c'est bien évidemment insupportable d'entendre parler de pénibilité aujourd'hui quand on se rappelle effectivement que c'est Emmanuel Macron et votre majorité à l'époque qui a supprimé des critères de pénibilité. Ça, c'est une évidence. Définir des métiers pénibles aujourd'hui, c'est pas forcément évident. C'est le travail, je crois, des partenaires sociaux de le faire. Pour le reste, moi, il me semble que on doit faire en sorte de faire progresser nos droits à la retraite et donc de reporter, de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Les amis de Monsieur Royer-Perrot disent généralement des chiffres complètement loufoques, disant que ça va coûter 70 ou 80 milliards d'euros chaque année. C'est pas du tout le cas. Ça a été chiffré, pas uniquement par moi, y compris par des organismes qui sont pas des organismes soumis, qui évoquent un chiffre de 27 milliards d'euros chaque année, qui est le coût aujourd'hui de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Je voudrais dire une dernière chose sur la question de ceux qui commencent à travailler tôt. On a posé pendant 10 jours une question au ministre, on n'a toujours pas la réponse. Peut-être que M. Royer-Perrot l'a maintenant cette réponse. Est-ce qu'il est vrai ou pas, c'est un article qui a été publié dans le journal Le Parisien il y a quelques jours, que quelqu'un qui va commencer à travailler à 16 ans avec votre réforme aujourd'hui va devoir cotiser 44 annuités, alors que quelqu'un qui a commencé à travailler à 17 ans va devoir cotiser 43 annuités. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas? Et si c'est toujours le cas, comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez expliquer qu'une personne qui a commencé à travailler une année plus tôt va devoir cotiser une année de plus? Honnêtement, c'est incompréhensible. Alors d'abord, sur la pénibilité, on est bien d'accord, là il y a quelque chose sur laquelle je rejoins donc mes collègues, à savoir que c'est très difficile de déterminer la pénibilité. Chacun a un rapport à la pénibilité qui lui est très personnel. Certains considéreront que son travail est pénible, d'autres considéreront qu'il est difficile. Bon, c'est évidemment très compliqué. Ceci dit, la loi a fixé un certain nombre de critères et dans le projet de loi que nous débattons, nous assouplissons un certain nombre de critères. Est-ce qu'elle prend suffisamment en compte la pénibilité? Par exemple, sur le travail de nuit, l'actuelle législation permet donc d'être reconnu comme un critère de pénibilité dès lors que vous travaillez 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin pendant 120 nuits par an. Eh bien, dans la réforme que nous déposons, nous passons de 120 nuits à 100 nuits. Bon, donc il y a des efforts qui sont faits. D'aucuns pourront considérer que ça n'est sans doute pas suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits. Sur l'usure professionnelle, nous créons et nous abondons un fonds de 1 milliard d'euros pour justement là aussi accompagner tout ce qui concerne les problématiques d'usure professionnelle. Il y a également la création du congé de reconversion pour changer de métier, qui là aussi doit être mise en place. Parce que effectivement, lorsque nous avons des métiers pénibles, eh bien, nous devons être en capacité de pouvoir accompagner celles et ceux qui en sont confrontés vers donc une mutation de leur métier. Et l'exemple donné par M. Bompard sur les carrières longues, comment rendre équitable la durée de cotisation? Effectivement, il y a des exemples de 43 ans, des exemples de 44 ans. Pour l'instant, dans le projet de loi. Est-ce qu'il y a des incohérences? Vous savez, je suis franc. Je reconnais que sur ce dossier-là, il y a une certaine instabilité ou une certaine opacité. Il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites. Nous aurions pu d'ailleurs espérer que dans le cadre du débat parlementaire, eh bien, nous ayons justement le temps
de débattre si on nous l'avait laissé le temps de le faire, et on aurait peut-être eu un article stabilisé qui parte au Sénat. Bon. Nous n'avons pas eu cela. Nous avons, au niveau du Sénat, manifestement, des initiatives qui pourraient être prises, notamment si on va dans ce qui est demandé par certains parlementaires LR sur... Qui sont majoritaires au Sénat. Hein. Qui sont majoritaires au Sénat. Mais si j'ai bien compris, ils s'entendent pas nécessairement entre le Sénat et l'Assemblée. Mais ceci étant, l'idée c'est d'avoir 43 ans donc de cotisation pour toutes celles et ceux qui ont commencé tôt. Rapidement, Monsieur Alizio a 2 minutes de retard. Quand bien même, il faut quand même reconnaître que dans la réforme telle que nous l'avons imaginée, nous avons mis un âge intermédiaire entre 18 et 20 ans, alors qu'avant c'était 16 ans et 20 ans, pour justement là aussi mieux prendre en compte les variations des âges. Alors évidemment, je crois que c'est toujours pareil. Là, on débat de choses qui ne sont pas stabilisées, donc très difficile de vous dire ce qui va sortir du travail parlementaire. Très bien. La proposition Pradier, c'est quand même 2 milliards d'euros de plus. Bon, et tout ça, évidemment, devient un sujet budgétaire. Monsieur Royer-Perron, on passe à ce fameux index senior. L'emploi des seniors, vous évoquez le plein emploi, Monsieur Alizio, pour façon d'équilibrer le régime de par répartition. L'emploi des seniors en France est très en retard par rapport à nos homologues européens. L'emploi des jeunes aussi, d'ailleurs. L'emploi des jeunes, mais là sur les seniors, sur les retraites, le projet de loi propose un index senior qui a été voté d'ailleurs à l'Assemblée nationale, qui a été voté contre, qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale et remis par le gouvernement dans le projet de loi au Sénat. Vous êtes pour ou contre cet index des seniors ? Contre, parce qu'inutile. L'index senior tel qu'il a été conçu par le gouvernement, c'est un thermomètre. Voilà. Il y a un index aussi sur l'égalité homme-femme. Bon, vous voyez bien que c'est un thermomètre. Le thermomètre ne fait pas baisser la température. Le thermomètre prend la température. Et après, la seule conséquence, elle sera pour nos petits entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans, nos chefs d'entreprise, c'est-à-dire plus de paperasse, une usine à gaz, donc une perte. Qu'est-ce que vous proposez d'argent, une perte d'argent sur l'emploi des seniors ? Si on veut véritablement encourager, c'est comme l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, il faut l'encourager avec de la formation tout au bout de la vie, pouvoir être formé également même à 60 ans, avec des meilleurs salaires, parce que si vous avez de meilleurs salaires tout au long de votre carrière, y compris en fin de carrière, si on est mieux payé, si le travail paie dans notre pays, eh bien on sera encouragé à travailler un petit peu plus longtemps. Et puis, à un moment donné, il faut être réaliste. Si les dernières années de vie active doivent se passer entre la maladie et le chômage, c'est pas une solution. Donc c'est pour ça on veut rester sur un pivot d'âge de départ à la retraite de 62 ans. Partir du principe que oui, le couvreur et le maçon, s'il part à la retraite à 60 ans, oui, c'est un acquis social et c'est l'honneur de la France de pouvoir garantir un âge de départ à la retraite pour ceux qui ont commencé le plus tôt, qui ont le métier les plus pénibles. Que le professeur de faculté passe à 68 ans, oui, il y a aussi une logique là-dedans, puisque c'est pas la même pénibilité. La défense des acquis sociaux, on n'est pas loin de ce pourquoi combat la France insoumise. Monsieur Bompard. Je pense qu'on a des différences. En ce qui me concerne, je suis pour ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tout le monde. Ne le financez pas. Si, je vous ai. Donc là, c'est simple, 62, 60, 64. Je vous ai donné tout à l'heure des éléments d'ordre de grandeur financier, et je vous ai donné aussi des propositions de recettes supplémentaires. Donc, bien évidemment que c'est financé. Il faut que tout le monde qui nous écoute comprenne que quand on dit que l'âge de départ à la retraite est à 60 ans, c'est pas une obligation de partir à la retraite à 60 ans. Si on a envie de pouvoir continuer à travailler, et si on a envie de continuer à travailler plus longtemps, on peut tout à fait le faire. C'est aussi pour 64 ans, du coup. Vous avez raison. Sur ce point, vous avez raison, monsieur Royer-Perron. Mais moi, je suis favorable au fait que quand on arrive à 60 ans, qu'on a mal au dos, qu'on a travaillé toute sa vie, qu'on nous dit non, finalement il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, je suis favorable au fait qu'on puisse partir à la retraite à 60 ans et dans des bonnes conditions, avec une retraite minimale qui soit pas au niveau du seuil de pauvreté, mais qui soit au niveau du SMIC, si on a cotisé toute sa vie avec une carrière complète au niveau du SMIC. Vous voyez, qu'on puisse faire en sorte que quand on a donné toute sa vie au travail, quand on arrive avec des situations qui sont des situations de souffrance, des maladies professionnelles, on puisse en profiter un petit peu à la retraite. Bon, ensuite votre question était sur l'index senior. Allons-y rapidement, tout à fait. L'index senior, et
strictement à rien, puisqu'il ne comprend pas des dispositifs qui sont des dispositifs contraignants. Nous avons fait des amendements, des propositions, des sanctions financières si l'égalité ou le niveau d'emploi des seniors dans une entreprise est trop faible. Et ça montre bien à quel point le gouvernement a pris ce problème à l'inverse. Il y avait des économistes du cercle des économistes qui sont plutôt proches des macronistes que de la France insoumise, qui disaient que si on augmente de 10 points le taux d'activité des seniors, on rentre dans les caisses de retraite à peu près 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Vous avez parlé de 12 milliards d'euros de déficit au plus haut niveau de la courbe. Le plus gros déficit qu'il pourrait y avoir, c'est 12 milliards. Si vous augmentez l'emploi des seniors de 10 points, vous rentrez 8 milliards d'euros. Avec des mesures, avec des sanctions, quand les entreprises mettent dehors à 50 ou à 55 ans quelqu'un parce que on considère qu'il sert plus à rien dans l'entreprise, avec des dispositifs de création d'emplois, bien évidemment, pour que les emplois des seniors se fassent pas au détriment de l'emploi des jeunes. Bon, voilà, je pense que c'est comme ça. On aurait d'abord dû réfléchir à comment on fait en sorte d'augmenter le taux d'activité des seniors avant de dire aux gens qu'on allait leur piquer 2 ans de vie à la retraite. Alors, M. Royer-Perreault, c'est un index senior qui est décrié d'ailleurs au Sénat aussi. Oui, alors d'abord, au Sénat, de ce que j'en ai compris, donc l'index senior a été remis, a été donc voté en commission, et il a été adopté un CDI senior avec des exemptions de cotisations sociales, justement pour rendre plus attractif l'emploi des seniors. Bon, moi, ce qui me surprend quand même dans le débat que nous avons, et notamment de la part de la NUPES et du LFI, c'est que 12 milliards, c'est rien. 12 milliards de déficit, c'est rien. Bah voyons, allons-y. Et on nous explique qu'il suffit de contraindre les patrons pour faire en sorte que les seniors soient employés. Bon, on voit bien la différence qui nous oppose. Le monde économique, c'est absolument pas votre préoccupation. Les réalités économiques, c'est pas votre préoccupation. Tout ce que vous savez faire, c'est taxer. Et c'est un peu le sens de ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale. Vous, c'est, je pense que finalement, il y a une voie médiane des seniors, entre répétez pas vos éléments de langage, ça sert à rien. La vision marxiste de monsieur, il y a, je pense, une vision médiane. Oh, mais vous tracassez pas. Je m'énerve pas. C'est plutôt vous, de votre côté, pendant 10 jours, qui nous avez montré votre impatience à faire en sorte que le débat ne se passe pas. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a une voie médiane entre la vision marxiste de monsieur Bompard et la vision maurassienne de monsieur Alizio. Je pense que nous avons la possibilité d'être dans le pragmatisme, dans le bon sens et dans la prise en considération de ce que sont les enjeux de société de demain. Bon, alors évidemment, vous êtes dans cette logique qui est toujours de vous accaparer le rôle de défenseur des plus pauvres, oubliant par le fait d'ailleurs que M. Mélenchon fait partie des hommes politiques les plus riches de France quand même. Bon, et vous êtes toujours à essayer. Mais oui, mais c'est comme vous. Vous avez beaucoup d'avance. On va laisser répondre. De la réforme. La vision marxiste, vous en dites quoi, M. Bompard? Écoutez, là, tout ça, c'est des caricatures, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est en train de parler d'une réforme. Mais M. Royer-Perreault, on est en train de parler d'une réforme qui est rejetée par 93% des actifs, des personnes qui travaillent. Donc vous pouvez considérer que ce sont tous des illuminés, des excités, des énervés, des marxistes, que vous voulez, ça me dérange pas. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de considérer ça. Mais tout à l'heure, vous me disiez, vous niez notre légitimité. Écoutez, la légitimité populaire, ça existe. Oui, mais il y a eu des élections, monsieur. Oui, d'accord, mais la démocratie sociale, ça existe, monsieur. Oui, mais la démocratie politique et parlementaire, quand on est au pouvoir, sa responsabilité, c'est pas de passer en force quand vous avez un texte. On va revenir à la contestation dans un instant. On va revenir à la contestation dans un instant. Vous êtes maurassien, monsieur Alizio? Non, je ne suis pas maurassien. J'ai commencé ma première carte, elle était au RPR, oui, c'est un petit peu éloigné. Même si De Gaulle avait une formation avec d'éducation maurassienne. Oui, tout à fait. Ah non, moi j'étais à l'UDF. Ah non, c'est vrai. Oui. Donc, vous avez été chez LR en même temps. Exactement, à l'UMP, tout à fait. Vous étiez à l'UMP tous les deux. Non, il n'y a pas de. Nous, on a une proposition de réforme alternative. Je vous l'ai expliqué. C'est voilà, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui l'ont fait en conditions pénibles, doivent partir plus tôt. Bon, ce projet coûte. Nous, on le chiffre, vous voyez, il est chiffré, c'est pas comme celui de... Je vous ai donné 27 milliards d'euros, monsieur Alizio. Si vous n'écoutez pas quand je parle, ça sert à rien. Donc, d'augmentation d'impôts, on a bien compris d'augmentation d'impôts. Bon, c'est pas une augmentation d'impôts. C'est 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards. Ces 10 milliards, on peut les financer, comme monsieur Bruno Le Maire voulait financer le train de vie de l'État sur les retraites. Nous, on veut financer les retraites sur des économies sur le budget de l'État. Et évidemment, on parle de fraude, évidemment, on parle d'un moratoire sur l'immigration parce qu'on ne peut pas...
C'est plus la répartition. Ah, mais l'État aide toujours les retraites d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis quand il veut faire, quand M. Bruno Le Maire veut faire des économies, c'est aussi des économies du déficit budgétaire, donc de l'État. Donc c'est tout. Voilà, tout simplement, on a une réforme crédible et financée, voilà, et qui est juste et qui est efficace. Et donc, on va tout simplement avancer là-dessus. C'est pour ça qu'on s'est battu à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on continuera à se battre sur le terrain. En quoi on a changé d'avis? À un moment, vous étiez pour la retraite à 60 ans, non? On l'est toujours. Pour ceux qui ont commencé avant 20 ans. Pour ceux qui... c'est pas très clair, là, on comprend pas tout. Hein. Mais non. Enfin, vous ne la financez pas. Vous ne la financez pas. Je vous ai dit comment je la vous ne la financez pas. 27 milliards d'euros, la moitié. Pour ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Donc pas 60 ans. Voilà. C'est clair. 60 ans pour ceux. Mais non, on n'a pas. Mais tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas le même métier. Tout le monde n'a pas la même pénibilité. Donc à partir de là, tout le monde ne part pas au même âge à la retraite. C'est évident. Allez, on enchaîne. C'est ça la justice. C'est pas un. Vous avez donc changé d'avis par rapport à une proposition que vous aviez dans votre programme précédemment. Monsieur, de faire des réformes à 100 milliards, de faire des réformes à 100 milliards. Avec vous, on commence à faire payer les hyper riches, on finit par faire payer les classes moyennes. Non, pas du tout, monsieur. Mais oui, pas du tout. Précisément là. Royer-Perrot, s'il vous plaît. Très rapidement. On en revient au débat qu'on a eu à l'Assemblée, enfin quand on a pu en avoir un. Pour la NUPES et les LFI en particulier, c'est impôt. Je veux dire, voilà. Donc à un moment donné, vous avez. Mais parce que vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui, mais je peux vous le redire aussi parce que c'est la réalité. Vous n'êtes plus un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. Ah. Voilà. Et donc, quand vous sortez 110 milliards d'euros, parce que vous avez l'imagination fertile, 110 milliards d'euros d'impôts nouveaux que vous nous avez déposés dans le cadre des amendements multiples que vous avez déposés. Vous avez déposé des milliers d'amendements, 110 milliards d'euros, monsieur Bompard. Ne dites pas que c'est pas vrai. 110 milliards d'euros d'impôts nouveaux. Totalement pas vrai, mais à un moment donné, assumez, dites aux Français que vous voulez faire payer la retraite à 60 ans en augmentant les impôts. Monsieur Bompard, sur ces 110 milliards. Royer-Perrot, vous êtes malhonnête dans le débat. Non. Je vais vous dire pourquoi vous êtes malhonnête dans le débat. Parce que l'ensemble des propositions que nous avons formulées visent à augmenter l'imposition des plus riches. Et abaisser l'imposition d'une très grande partie de la population. Si vous voulez, on peut parler de nos propositions en matière fiscale. Mais quand monsieur Royer-Perrot, quand on propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, je ne crois pas que ça soit monsieur le boulanger ou qui va le payer. Je suis d'accord avec vous. C'est monsieur Mélenchon. Mais même si c'était monsieur Mélenchon, quel est le problème? Vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire croire aux gens qu'on propose d'augmenter leurs impôts, alors que toutes nos propositions ne visent certainement pas à augmenter les impôts pour tous les Français, mais à augmenter les impôts des plus riches de la population. On parlait de la contestation rapidement. On enchaîne, justement. Mardi, on annonce un pays bloqué avec des grèves reconductibles. Pourquoi vouloir arrêter la France, monsieur Bompard? Parce qu'il y a eu les manifestations les plus importantes depuis 40 ans dans ce pays, que le gouvernement n'entend rien, n'écoute rien, fait la sourde oreille. Et quand le gouvernement fait la sourde oreille, ça veut dire qu'il faut crier plus fort. Et quand on a manifesté de manière très massive à plusieurs reprises ces dernières semaines, il est normal que les organisations syndicales disent « si dans ce cas-là vous ne nous écoutez pas, on va passer à la vitesse supérieure ». Et la vitesse supérieure, c'est une journée de grève généralisée dans tous les secteurs de l'économie avec la volonté de pouvoir la reconduire les jours suivants. C'est un rapport de force. Le gouvernement doit entendre l'opposition d'une très grande partie de la population à cette réforme, mais il doit reculer. Et s'il faut aller jusqu'au blocage du pays pour faire reculer le gouvernement, je crois qu'il faut le faire. Jusqu'au blocage du pays sur plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être? Vous êtes prêt à aller jusqu'où, monsieur Bompard? Mais c'est pas moi qui décide, c'est les salariés, vous savez, qui décident de se mettre en grève et éventuellement qui décident de reconduire leur grève. En tout cas, moi, ce que je leur dis... Vous êtes prêt à les encourager jusqu'où? Bien évidemment, et je les soutiendrai s'ils décident de renouveler ce mouvement de grève. Et pour répondre à votre question, jusqu'où? Jusqu'au retrait de ce texte, tout simplement. Donc la réponse, c'est pas moi qui dois vous la donner. C'est monsieur Royer-Perrot et le gouvernement. Alors, il nous donnera dans un instant à quel moment ils reculeront. Monsieur Alizot, quelle est la position du Rassemblement national? Vous êtes opposé à cette réforme, mais pourtant vous appelez à la mobilisation, pas vraiment Vous en êtes tous. On laisse la liberté à tous nos élus et tous nos militants et tous nos sympathisants de se joindre à ces manifestations. On respecte évidemment ceux qui manifestent parce qu'ils sont dans leur rôle. Je parle des Français et des Françaises qui descendent manifester contre cette réforme. Encore une fois, pas des leaders syndicaux, pas de M. Bompard qui ont voté M. Macron. Donc eux, évidemment, ils sont dans la contradiction la plus totale, mais c'est pas nouveau. Pour ce qui est de le blocage du pays, ça vous paraît être un moyen efficace
de faire plier le gouvernement? Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est qu'il y a une majorité de Français qui sont prêts à supporter, parce qu'en réalité, c'est pas eux qui le bloquent, c'est eux qui le subissent, qui sont prêts à supporter, à subir le blocage du pays pendant des jours et des jours. Tout ça pour bloquer cette réforme. C'est dire combien les Français sont opposés à cette réforme. Et je ne peux que vous répéter ce que je disais au début. Je regrette que face à une telle opposition, eh bien, la NUPES ne s'est pas unie avec nous pour demander un référendum, parce que cette réforme aurait été rejetée par référendum, qui n'ont pas renversé le gouvernement comme on voulait le renverser pour bloquer cette réforme. Là, ils ont trahi les Français. Là, ils ont trahi les Français. Voilà. Il fallait être unis. Mais on était d'accord, vous avez tendu la main. Monsieur Alizio, vous n'allez pas me faire la leçon sur la volonté de renverser le gouvernement. Depuis le mois de juin, avec mes camarades de mon groupe, nous avons déposé 10 motions de censure. D'accord? Donc c'est pas vous qui allez me faire la leçon sur ce sujet. Sans jamais vouloir les faire voter, parce que vous voulez pas de nos voix. Vous avez été une opposition qui est une opposition silencieuse, vous avez dormi et à la fin vous avez essayé de vous refaire la cerise en disant regardez, on est là, coucou, on est là. C'est pas comme ça qu'on s'oppose à un texte de loi, on s'oppose en se battant point par point, ligne par ligne, amendement par amendement, et je pense que les Françaises et les Français, ils ont compris qui étaient les opposants à cette réforme des retraites. La mobilisation s'annonce très très importante le 7, sans doute reconduction. Le gouvernement va lâcher des choses, que peut-il faire? Écoutez, d'abord, je pense que sur une réforme de cette nature où on demande des efforts aux Français, il est clair que on ne peut pas avoir une adhésion enthousiaste, et on en est parfaitement conscient. Et moi, le premier, qui d'ailleurs aussi suis concerné par la réforme à titre personnel. Donc, je suis comme tous les Français. Je ne peux pas considérer que ce soit quelque chose de très enthousiasmant. Donc, je comprends qu'il y ait cette mobilisation, et je la respecte, soit dit en passant. Nous la respectons. Il doit y avoir ce temps d'expression qui est un temps qui est porté par les organisations syndicales. Ce que je regrette, c'est qu'il puisse y avoir de part et d'autre de l'instrumentalisation politique. Ce que je regrette, c'est que la finalité de LFI, c'est de bloquer la représentation parlementaire, et c'est de faire en sorte que le débat se passe ailleurs que là où il doit aussi se passer, et où là aussi ça doit se décider. Vous entendez le message, mais en quoi ça vous fait changer quelque chose? Non, mais la loi sera votée. La loi sera votée parce qu'elle est nécessaire. Donc vous entendez pas le message, pour équilibrer notre système de retraite. Il y aura le débat parlementaire du Sénat qui commence. Nous avons des amodiations qui vont être votées et qui amélioreront le texte. Et à partir de là, il y aura une commission mixte paritaire qui en sortira. Et nous aurons les uns et les autres à l'Assemblée nationale et au Sénat le loisir de nous positionner sur cette réforme. Ma conviction, c'est que la réforme sera in fine votée. Voilà. Maintenant, il faut du courage politique, mais manifestement, il en manque sur certains bancs. 149.3, vous pensez? Elle sera votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale? Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait de 49.3 à ce stade, en tous les cas. Mais avec tout mon respect, vous les écoutez donc pas, les gens. Enfin, en fait, vous dites on vous entend, on vous comprend, je respecte votre mobilisation, mais vous en fichez, en fait. Mais puisque vous dites à la fin, de toute façon, quel que soit le nombre de personnes qu'il y aura dans la rue, quel que soit le nombre de journées de blocage, de toute façon, la réforme sera votée à la fin. Vous vous trompez, monsieur Royer-Perreault. Et on pourra en reparler dans 15 jours, et vous verrez quand vous aurez reculé, vous direz, bon, c'est vrai, j'ai parfaitement conscience du fait que depuis une dizaine de jours, les organisations syndicales et certaines formations politiques passent beaucoup de temps à organiser ce qui pourrait être le blocage du pays. Ne croyez pas que je minimise le rôle que les uns et les autres vous jouez dans cette affaire. Je dis simplement qu'il y a un temps de démocratie sociale. Il y a, et certains de la NUPES ont été en responsabilité et ils ont connu ce temps de la démocratie sociale, il y a le temps de la démocratie politique et parlementaire, et nous sommes dans une république, et in fine, c'est le Parlement qui décide. Et ma conviction, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'observe, c'est qu'a priori, la réforme devrait être votée. Voilà. Monsieur Alizio, est-ce que ce blocage, ça peut finalement vous aider et aider à faire plier le gouvernement? Ah bah oui, tout participe. Vous savez, quand on s'oppose à une réforme, vous l'encouragez. Chaque acteur social, chaque acteur politique a sa mission. Nous, notre mission, c'était de se battre à l'Assemblée nationale. On l'a fait. Il y a ceux qui doivent se battre dans la rue. En faisant un débat ce soir avec vous, on se bat aussi sur les plateaux télé pour défendre une autre vision des retraites, une autre vision de notre société aussi. Parce que le gouvernement a voulu enfermer ça dans quelque chose de comptable, dans quelque chose de financier, mais la retraite,
retraite, c'est aussi quelque chose qui dit quelque chose de notre société, de notre pays, de notre République, de la solidarité nationale également. Allez, on va terminer. Alors peut-être une dernière question à M. Royer-Perrault. Le gouvernement n'aurait pas intérêt justement à ce qu'il y ait un blocage pour retourner l'opinion publique, comme c'est arrivé précédemment dans l'histoire en France? Non, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait cette volonté, parce que c'est une approche assez cynique que vous présentez là. Et je ne crois pas absolument qu'il y ait cette volonté-là ou cette idée-là de la part du gouvernement. Ceux qui veulent le blocage, ce sont les amis de Monsieur Bompard. Non, on veut mais le retrait de vous voulez le blocage, vous voulez le blocage des institutions parlementaires, vous voulez le blocage de la démocratie sociale, vous voulez tout. Oui, voilà, on veut le retrait, Monsieur Royer-Perrault. Reculer, il n'y aura pas de blocage. Ah oui, allez, on va terminer. Mais dans ces cas-là, je deviens LFI. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas pas du prévu au tout. programme. Vous écoutez, il y a d'autres gouvernements. Vous savez, M. Chirac a reculé au moment du CPE. oui. Vous vous en rappelez? Il n'était pas un LFI, mais il connaissait, il comprenait ce que ça voulait dire la démocratie sociale. CPE qui avait été voté. Donc vous continuez à manifester même si la loi est votée? Bien sûr, moi je manifesterai jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, et même à la fin. Et s'il faut aller devant le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a des doutes sur la constitutionnalité du véhicule législatif qui a été utilisé, on le fera et on se battra jusqu'au bout pour obtenir le retrait de cette réforme. Moi je dis que senior, si oui, pour le ce mardi 7 mars, le blocage est massif, il est large, alors le gouvernement ne pourra pas résister très longtemps. Allez, on va terminer avec 3 questions, une pour chacun d'entre vous, des questions qui ont été posées par nos internautes qui nous ont écrit via le formulaire de laprovence.com. Une question pour chacun, une question pour Monsieur Bompard, c'est Bernard, 76 ans, qui est retraité à Marseille, qui nous dit littéralement, voilà, j'ai suivi en partie les soi-disant débats à l'Assemblée, j'ai été tétanisé par les propos tenus, mais surtout je n'ai pas compris que tant d'abonnements soient déposés. Quel but alors que je m'attendais à un débat contradictoire et pas des positions de combat de coq et des positions politiques incompréhensibles? C'est quoi le but de tout ça, nous dit Bernard, Marseillais? Faut se battre contre l'adoption de cette réforme à l'Assemblée nationale, présenter nos propositions alternatives. Je ne sais pas si cette personne a suivi l'ensemble des débats, mais il y a eu des moments de confrontation, de contradiction qui, à mon avis, a été utile. J'ai parlé des carrières longues, j'ai parlé de la retraite à 1 200 €. Ce sont par exemple des points qui ont émergé dans le débat parlementaire. Mais j'assume aussi de dire que oui, notre objectif, c'était de nous opposer à l'adoption de cette réforme, que nous avons réussi. Et de ce point de vue-là, c'était une première défaite pour le gouvernement, et grâce à l'action que nous avons menée à l'Assemblée nationale. Une question pour M. Alizio, de la part de Christopher de Carpentras. Pourquoi les Français sont plus privilégiés à 62 ans que leurs voisins européens, où l'âge de la retraite est Allemagne 67, Suisse 65, Grande-Bretagne 65,5, etc. Ou est-ce que c'est le travail est plus dur en France et qu'il faut améliorer cette dureté du travail? Déjà, moi, je ne compare pas. Enfin, quand je réfléchis à une réforme pour la France, pour mon pays, quand je réfléchis à une réforme de notre système de retraite, je ne vais pas forcément calquer ce qui se passe ailleurs dans l'Union européenne. Vous savez, c'est toujours pareil. Il faut voir chaque système dans les détails. Il y a pas. On voit bien que le nombre d'annuités, l'âge de départ à la retraite, chaque système est compliqué. Certains systèmes ont une dose de capitalisation. Donc il faut voir ça dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je souhaite moi pour mon pays, et ce que je souhaite pour mon pays, ce que je souhaite pour les Français, c'est un système de retraite juste et efficace. Allez, et durable. Une question pour M. Royer-Perrault. Annie de Fuveau. La réforme des retraites a-t-elle un impact sur la retraite des ministres, sénateurs et députés? Et si oui, dans quelle mesure? Est-ce que vous avez des exemples chiffrés à donner à notre lectrice? La réforme des députés a déjà été votée en 2017. Donc aujourd'hui, nous sommes alignés sur le régime général. Pour la réforme des sénateurs, il faut bien comprendre que c'est chaque assemblée qui décide, puisque au titre de la séparation des pouvoirs, chaque parlement décide, chaque chambre du moins décide donc de ce qu'il souhaite appliquer. De ce que j'en ai compris chez les sénateurs, à part donc aligner l'âge de départ à la retraite pour l'éligibilité de sa pension de retraite à 64 ans, il n'y a pas d'autre réforme de prévue, mais ça il faut voir du côté du Sénat. Et pour ce qui concerne les ministres, écoutez, ils sont éligibles donc à leur pension de retraite au même titre que n'importe quel Français à 64 ans. Voilà, c'était une question qui arrivait régulièrement. Dès qu'on pose des questions, on fait un appel aux questions sur la retraite, on demande et alors les députés, sénateurs, ministres, où ils en sont de leur côté. C'est la dernière question. On va s'arrêter là. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, je l'espère constructif et qui nous éclaire, et j'espère éclaire un peu plus
plus nos internautes sur les positions de chacun. Prochain débat, ce sera le 7 mars. On aura Monsieur Matteux pour la CGT face à Monsieur Corsia de l'UPE 13. Ça nous promet encore un débat animé ici sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. À très bientôt pour un prochain rendez-vous politique et ou social sur laprovence.com. Bonne soirée.